Dame Eliabelle se reprit la première. Elle rafla prestement l'or laissé par le prévôt et, montrant un sourire de façade, elle dit d'un ton enjoué qu'elle tenait avant toute chose à ce que leur bienfaiteur partageât leur dîner. Elle commença de s'affairer, expédia ses enfants vers diverses tâches, puis, les réunissant à la cuisine, elle leur dit « Soyons sur nos gardes, c'est tout de même un Lombard. Il faut toujours se méfier de ces gens-là, surtout quand ils vous ont rendu un service. Il est bien regrettable que votre pauvre père ait dû recourir à eux. Montrons à celui-ci, qui d'ailleurs a fort bonne mine, que nous n'avons point d'argent, mais faisons en sorte qu'il n'oublie point que nous sommes nobles. » Par chance, les deux fils avaient la veille rapporté de la chasse assez de gibier. On tordit le cou à quelques volailles, et l'on put ainsi accommoder les 2 services à 4 plats que commandait l'étiquette seigneuriale. Le premier service fut composé d'un brouet d'Allemagne, surmonté d'œufs frits, du noix, d'un civet de lapin et d'un lièvre rôti. Le second d'une queue de sanglier en sauce, d'un chapon, de lait lardé et de blanc mangé. Petit menu, mais qui tranchait toutefois sur l'ordinaire de bouillie de farine et de lentilles au gras, dont la famille se contentait le plus souvent. Tout cela prit du temps à accommoder. Du cellier on monta de l'hydromel, du cidre, et même les dernières fioles d'un vin un peu piqué. La table fut dressée sur des tréteaux dans la grande salle, contre l'un des bancs. Une nappe blanche tombait jusqu'à terre, que les convives remontèrent sur leurs genoux afin de pouvoir s'y essuyer les mains. Il y avait une écuelle d'étain pour 2, les plats étaient posés au milieu de la table, et chacun y piquait avec la main. 3 paysans, qui à l'accoutumée s'occupaient de la basse-cour, avaient été appelés pour assurer le service. Ils fleuraient un peu le porc et le clapier. « Notre écuyer tranchant », dit Dame Eliabelle avec une mimique d'excuse et d'ironie, en désignant le boiteux qui coupait les rouelles de pain épaisses comme des meules, sur lesquelles on mangeait les viandes. « Il faut vous dire, messire Baglioni, qu'il s'entend surtout à fendre le bois. Cela explique. » Guccio mangea et but beaucoup, les chansons avaient la main lourde, et l'on eût dit qu'il versait à boire aux chevaux. La famille poussa Guccio à parler, ce qu'il fit volontiers. Il raconta sa tempête sur la Manche, de telle façon que ses hôtes en laissèrent tomber la queue de sanglier dans la sauce. Il disserta de tout, des événements, de l'état des routes, des Templiers, du pont de Londres, de l'Italie, de l'administration de Marigny. À l'entendre, il était l'intime de la reine d'Angleterre, et il insista si fort sur le mystère de sa mission qu'on eût pu croire qu'il allait y avoir la guerre entre les 2 pays. Je ne saurais vous en dire davantage, car ceci est secret du royaume et ne m'appartient point. À faire étalage de soi devant autrui, on se persuade aisément soi-même. Et Guccio, voyant les choses d'autre façon que le matin, considérait son voyage comme une grande réussite. Les 2 frères Cresset, braves jeunes gens, mais pas très déliés de cervelle, et qui n'avaient jamais poussé plus loin que Dreux, contemplaient avec admiration et envie ce garçon qui était leur cadet et avait déjà tant vu et tant fait. Dame Eliabelle, un peu à l'étroit dans sa robe, se laissait aller à regarder tendrement le jeune Toscan, et en dépit de sa prévention contre les Lombards, elle trouvait bien du charme aux cheveux bouclés, aux dents éclatantes, aux noirs regards, et même à l'accent zézayant de Guccio. Elle lui servait le compliment avec adresse. « Méfie-toi des flatteries », avait dit souvent Ptolémée à son neveu. « La flatterie est le pire péril pour un banquier. On résiste mal à écouter dire du bien de soi, et mieux vaut pour nous un voleur qu'un flatteur. » Mais Guccio buvait la louange comme il buvait l'hydromel. En vérité, c'était surtout pour Marie de Cresset qu'il parlait, pour cette jeune fille qui ne le quittait pas des yeux en levant ses beaux cils dorés. Elle avait une manière d'écouter, les lèvres entr'ouvertes comme une grenade mûre, qui donnait envie à Guccio de parler encore. L'éloignement ennoblit facilement les gens. Pour Marie, Guccio figurait exactement le prince étranger en voyage. Il était l'imprévu, l'inespéré, le rêve trop souvent fait, inaccessible, et qui soudain frappe à la porte avec un vrai visage, un corps bellement vêtu, une voix. L'émerveillement qu'il lisait dans le regard de Marie fit que Guccio la trouva bientôt la plus belle fille qu'il ait vue au monde et la plus désirable. Auprès d'elle, la reine d'Angleterre lui semblait froide comme la pierre d'un tombeau. Si elle paraissait à la cour, et vêtue pour cela, se disait-il, elle y serait dans la semaine la plus admirée. Lorsqu'on se rinça les mains, chacun était un peu ivre et le jour venait de tomber. Dame Eliabelle décida que le jeune homme ne pouvait pas repartir à cette heure et le pria d'accepter le coucher, si modeste qu'il fût. Elle l'assura aussi que sa monture avait été bien soignée et conduite aux écuries. L'existence du chevalier d'aventure continuait, et Guccio trouvait cette vie exaltante. Bientôt, Dame Eliabelle et sa fille se retirèrent.
Les frères Cresset conduisirent le voyageur dans la chambre réservée aux hôtes de passage et qui semblait n'avoir pas servi depuis longtemps. À peine couché, Guccio coula dans le sommeil, en pensant à une bouche, pareille à une grenade mûre, sur laquelle il buvait tout l'amour du monde. La route de Naufle. Il fut réveillé par une main qui lui pesait doucement sur l'épaule. Il faillit prendre cette main et la presser contre son visage. Ouvrant l'œil, il vit au-dessus de lui l'abondant poitrail et le visage souriant de dame Eliabelle. « Avez-vous bien dormi, messire ?» Il faisait grand jour. Guccio, un peu embarrassé, assura qu'il avait passé une excellente nuit et qu'il voulait se hâter maintenant de faire toilette. « C'est honte d'être ainsi devant vous, dit-il. » Dame Eliabelle appela le paysan boiteux qui, la veille, avait servi à table. Elle lui commanda de ranimer le feu et aussi d'apporter un bassin d'eau chaude et des toiles, c'est-à-dire des serviettes. Autrefois, nous avions au château une bonne étuve avec une chambre à bain et une chambre à suer. Mais tout y tombait en pièces car elle datait de l'aïeul de mon défunt, et nous n'avons jamais eu assez pour la remettre en état. Aujourd'hui, elle sert à remiser le bois. Ah, la vie n'est point aisée pour nous, gens de campagne. Elle commence à prêcher pour la créance, pensa Guccio. Il se sentait la tête un peu lourde des boissons du dîner. Il demanda nouvelles de Pierre et Jean de Cresset. Ils étaient partis pour la chasse dès l'aube. Plus hésitant, il s'enquit de Marie. Dame Eliabelle répondit que sa fille avait dû se rendre à Naufle pour quelques achats de ménage. « J'y vais tout à l'heure, dit Guccio. Si j'avais su, j'aurais pu la conduire sur mon cheval et lui éviter la peine du chemin. » Il se demanda si la châtelaine n'avait pas fait exprès d'éloigner toute sa famille pour demeurer seule avec lui. D'autant que lorsque le boiteux eut apporté le bassin, dont il répandit un bon quart sur le sol, dame Eliabelle resta là, chauffant les toiles devant le feu. Guccio attendait qu'elle se retirât. « Lavez-vous donc, mon jeune messire, dit-elle. Nos servantes sont si balourdes qu'elles vous écorcheraient en vous séchant. C'est bien le moins que j'ai soin de vous. » Bredouillant un remerciement, Guccio se résolut à se mettre nu jusqu'à la taille. Évitant de regarder la dame, il s'aspergea d'eau tiède, la tête et le torse. Il était assez maigre, comme on l'est à son âge, mais bien tourné dans sa petite taille. Encore heureux qu'elle n'ait point fait porter une cuve où j'aurais dû tout entier me dépouiller sous ses yeux. Ces gens de campagne ont de curieuses façons. Quand il eut fini, dame Eliabelle vint à lui avec les serviettes chaudes et se mit à l'essuyer. Guccio pensait qu'en partant vite et en poussant un temps de galop, il aurait des chances de rattraper Marie sur la route de Naufle ou de la retrouver dans le bourg. « Quelle jolie peau vous avez, messire, dit soudain dame Eliabelle d'une voix qui tremblait un peu. Les femmes pourraient être jalouses d'une aussi douce peau, et j'imagine qu'il en est beaucoup qui doivent en être friandes. Cette belle couleur brune doit leur sembler plaisante. » En même temps, elle lui caressait le dos du bout des doigts, tout le long des vertèbres. Cela chatouilla Guccio, qui se retourna en riant. Dame Eliabelle avait le regard troublé, la poitrine agitée, et un singulier sourire lui modifiait le visage. Guccio enfila prestement sa chemise. « Ah, que c'est belle chose, la jeunesse !» reprit dame Eliabelle. « À vous voir, je gage que vous la goûtez bien et que vous faites profit de toutes les permissions qu'elle donne. » Elle se tut un instant, puis, du même ton, elle reprit. « Alors, mon gentil messire, qu'allez-vous faire pour notre créance ?»« Nous y voici, pensa Guccio. »« Vous pouvez bien nous demander ce qu'il vous plaît, continua-t-elle. Vous êtes notre bienfaiteur, et nous vous bénissons. Si vous voulez l'or que vous avez fait rendre à ce coquin de prévôt, il est à vous, emportez-le. 100 livres, si vous voulez. Mais voyez notre état. Et vous nous avez montré que vous aviez du cœur. » En même temps, elle le regardait lasser ses choses. Ce n'était pas pour Guccio les bonnes conditions d'une discussion d'affaires. « Celui qui nous sauve va-t-il être celui qui nous perd ?» poursuivit-elle. « Vous autres gens de ville ne savez point comme notre position est malaisée. Si nous n'avons point encore payé votre banque, c'est que nous ne le pouvions pas. Les gens du roi nous grugent, vous l'avez constaté. Les serfs ne travaillent point comme par le passé. Depuis les ordonnances du roi Philippe qui les encouragent à se racheter, l'idée de franchise leur travaille en tête. On n'en obtient plus rien, et ces manants seraient tout prêts à se considérer de même race que vous et moi. » Elle marqua un léger arrêt, afin de permettre au jeune Lombard d'apprécier tout ce que ce « vous et moi » contenait de flatteur pour lui. « Ajoutez à cela que nous avons eu 2 mauvaises années pour les champs.
Mais il suffit, ce qu'à Dieu plaise, que la prochaine récolte soit bonne. » Guccio, qui ne songeait qu'à partir à la recherche de Marie, essaya d'éluder. « Ce n'est point moi, c'est mon oncle qui décide, » dit-il. Mais déjà, il se savait vaincu. « Vous pourrez remontrer à votre oncle qu'il fait avec nous sage et sur placement. Je lui souhaite de n'avoir jamais pire débiteur. Donnez-nous encore une année. Nous vous paierons bien les intérêts. Faites cela pour moi, je vous en aurai grandement gré, » dit dame Eliabel en lui saisissant les mains. Puis, avec une légère confusion, elle ajouta « Savez-vous, gentil messire, que dès votre venue hier, peut-être dame ne devrait point dire cela, je me suis senti de l'amitié pour vous, et qu'il n'est chose qui dépende de moi que je ne voudrais faire pour votre contentement. » Guccio n'eut pas la présence d'esprit de répondre « Eh bien, remboursez donc votre dette et je serai content. » De toute évidence, la veuve paraissait plutôt prête à payer de sa personne, et l'on pouvait juste se demander si elle se disposait au sacrifice pour faire reculer la créance, ou si elle se servait de la créance pour avoir l'occasion de se sacrifier. En bon italien, Guccio pensa que la chose serait plaisante de séduire à la fois et la fille et la mère. Dame Eliabel avait encore des charmes, ses mains dodues ne manquaient pas de douceur, et sa gorge, toute abondante qu'elle était, semblait avoir conservé de la fermeté. Mais ce ne pouvait être qu'un amusement de surcroît, et qui ne valait pas de manquer l'autre proie. Guccio se dégagea des empressements de dame Eliabel, en l'assurant qu'il allait s'efforcer d'arranger l'affaire, mais il lui fallait courir à Naufle et en conférer avec ses commis. Il sortit de la cour, pressa le boiteux de seller son cheval, et partit pour le bourg. Point de Marie sur le chemin. Tout en galopant, Guccio se demandait si vraiment la jeune fille était aussi belle qu'il l'avait vue la veille, s'il ne s'était pas mépris sur les promesses qu'il avait cru lire dans ses yeux, et si tout cela, qui n'était peut-être qu'illusion de fin de dîner, méritait tant de hâte. Car il existe des femmes qui, lorsqu'elles vous regardent, semblent se donner à vous dans le premier instant, mais c'est leur air naturel. Elles regardent un meuble, un arbre de la même façon et finalement ne donnent rien du tout. Guccio n'aperçut pas Marie sur la place de Naufle. Il jeta un coup d'œil sur les rues avoisinantes, entra dans l'église, n'y resta que le temps d'un signe de croix, puis se rendit au comptoir. Là, il accusa les commis de l'avoir mal renseigné. Les Cresset étaient gens de qualité, tout à fait honorables et solvables. Il fallait prolonger leurs créances. Quant au prévôt, c'était une franche canaille. Tout en parlant, Guccio ne cessait de regarder par la fenêtre. Les employés hochaient la tête en contemplant ce jeune fou qui se déjugeait du lendemain sur la veille, et il pensait que ce serait grande pitié si la banque lui tombait tout à fait entre les mains. « Il se peut que je revienne assez souvent. Ce comptoir a besoin d'être surveillé, » leur dit-il en guise d'adieu. Il sauta en selle, et les cailloux volèrent sous les fers de son cheval. « Sans doute a-t-elle emprunté un sentier de raccourci, » se disait-il. « Je la rejoindrai au château, mais il sera malaisé de la voir seule. » Peu après la sortie du bourg, il distingua une silhouette qui se hâtait vers Cresset, et il reconnut Marie. Alors, brusquement, il entendit que les oiseaux chantaient. Il découvrit que le soleil brillait, qu'on était en avril, et que de petites feuilles tendres couvraient les arbres. À cause de cette robe qui avançait entre deux prairies, le printemps auquel Guccio depuis 3 jours n'avait pas accordé attention venait de lui apparaître. Il ralentit son cheval en arrivant à la hauteur de Marie. Elle le regarda, pas tellement surprise de sa présence, mais comme si elle venait de recevoir le plus beau cadeau du monde. La marche lui avait coloré le visage, et Guccio reconnut qu'elle était plus belle encore qu'il ne l'avait jugée la veille. Il s'offrit à l'amener en croupe. Elle sourit pour acquiescer, et ses lèvres de nouveau s'entr'ouvrirent comme un fruit. Guccio fit ranger son cheval contre le talus et se pencha, présentant à Marie son bras et son épaule. La jeune fille était légère. Elle se hissa lestement, et ils partirent au pas. Un moment, ils allèrent en silence. La parole manquait à Guccio. Ce hâbleur soudain ne trouvait rien à dire. Il sentait que Marie osait à peine se tenir à lui. Il lui demanda si elle était accoutumée à aller ainsi à cheval. « Avec mon père ou mes frères seulement, » répondit-elle. Jamais encore elle n'avait cheminé de la sorte flanc contre dos avec un étranger. Elle s'enhardit un peu et assura mieux son étreinte. « Êtes-vous en hâte de rentrer ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas, et il engagea son cheval dans un sentier de traverse. « Votre pays est beau, reprit-il, après un nouveau silence. Aussi beau que ma Toscane. » Ce n'était pas seulement compliment d'amoureux. Guccio découvrait avec ravissement la douceur de l'Île-de-France, ses collines brodées de forêts,
ses horizons bleutés, ses rideaux de peupliers partageant de grasses prairies, et le vert plus laiteux, plus fragile des seigles récemment levés, et ses haies d'aubépines où s'ouvraient des bourgeons gommeux. Quelles étaient ces tours qu'on apercevait au lointain, noyées dans une brume légère vers le couchant? Marie eut beaucoup de peine à répondre que c'étaient les tours de Montfort-l'Amaury. Elle éprouvait un mélange d'angoisse et de bonheur qui l'empêchait de parler, qui l'empêchait de penser. Où conduisait ce sentier? Elle ne le savait plus. Vers quoi l'amenait ce cavalier? Elle ne le savait pas davantage. Elle obéissait à quelque chose qui n'avait pas encore de nom, qui était plus fort que la crainte de l'inconnu, plus fort que les préceptes enseignés et les mises en garde des confesseurs. Elle se sentait livrée entièrement à une volonté étrangère. Ses mains se crispaient un peu plus sur ce manteau, sur ce dos d'homme, qui constituait en l'instant, au milieu du chavirement de tout, la seule certitude de l'univers. Le cheval, qui allait reine longue, s'arrêta de lui-même pour manger une jeune pousse. Guccio descendit, prit Marie dans ses bras et la posa sur le sol. Mais il ne la lâcha point et garda les mains autour de sa taille, qu'il s'étonna de trouver si étroite et si mince. La jeune fille demeurait sans bouger, prisonnière, inquiète, mais consentante, entre ses doigts qui l'enserraient. Guccio sentit qu'il fallait parler, et ce furent les paroles italiennes pour exprimer l'amour qui lui vinrent aux lèvres. « Ti voglio bene, ti voglio tanto bene ». Elle parut les comprendre tellement la voix suffisait à en donner le sens. À contempler ainsi Marie sous le soleil, Guccio vit que les cils de la jeune fille n'étaient pas dorés comme il l'avait cru, ni ses cheveux vraiment blonds. Elle était une châtaine à reflets roux, avec une carnation de blonde et de grands yeux bleu foncé largement dessinés sous les sourcils. D'où venait alors cet éclat doré qui émanait d'elle? D'instant en instant, Marie devenait pour Guccio plus exacte, plus réelle, et elle était parfaitement belle dans cette réalité. Il l'étreignit plus étroitement, glissa la main lentement, doucement, le long de la hanche, puis du corsage, continuant d'apprendre la vérité de ce corps. « Non », murmura-t-elle, éloignant cette main. Mais comme si elle craignait de le décevoir, elle renversa un peu le visage vers le sien. Elle avait entr'ouvert les lèvres, et ses yeux étaient clos. Guccio se pencha vers cette bouche, vers ce beau fruit qu'il convoitait tant. Et ils restèrent ainsi de longues secondes, parmi le pépiment des oiseaux, les lointains aboiements des chiens et toute la grande respiration de la nature qui semblait soulever la terre sous leurs pieds. Quand leurs lèvres se furent séparées, Guccio remarqua le tronc verdâtre étordu d'un gros pommier qui croisait là, et cet arbre lui parut étonnamment beau et vivant, comme il n'en avait jamais vu de pareil jusqu'à ce jour. Une pie sautillait dans le seigle nouveau, et le garçon des villes demeurait tout surpris de ce baiser en plein champ. « Vous êtes venu, vous êtes enfin venu, » murmura Marie. On eût dit qu'elle l'attendait depuis le fond des âges, depuis le fond des nuits. Elle ne le quittait plus du regard. Il voulut reprendre sa bouche, mais cette fois elle refusa. « Non, il faut retourner, » dit-elle. Elle avait la certitude que l'amour était apparu dans sa vie, et pour l'instant, elle était comblée. Elle ne souhaitait rien de plus. Quand elle fut de nouveau assise sur le cheval derrière Guccio, elle passa les bras autour de la poitrine du jeune Siennois, posa la tête contre son épaule, et se laissa aller ainsi au rythme de la monture, liée à l'homme que Dieu lui avait envoyé. Elle avait le goût du miracle et le sens de l'absolu. Pas un instant elle n'imagina que Guccio pût être dans une disposition d'âme différente de la sienne, ni que le baiser qu'ils avaient échangé pût avoir pour lui une signification moins grave que celle qu'elle y attachait. Elle ne se redressa et ne reprit le maintien qui convenait que lorsque les toits de Cresset apparurent dans le Val. Les deux frères étaient rentrés de la chasse. Dame Eliabelle vit sans plaisir Marie revenir en compagnie de Guccio. Quoi qu'ils fissent pour ne rien laisser paraître, les jeunes gens avaient un air de bonheur qui donna du dépit à la grasse châtelaine et lui inspira des pensées de sévérité envers sa fille. Mais elle n'osa aucune remarque en présence du jeune banquier. « J'ai fait rencontre de damoiselle Marie et lui ai demandé de me montrer les alentours de votre domaine, dit Guccio. C'est belle terre que vous possédez. » Puis il ajouta, « J'ai ordonné qu'on reporte votre créance à l'an prochain. Mon oncle, j'espère, m'approuvera. Peut-on rien refuser à si noble dame ?» Alors dame Eliabelle gloussa et prit un air de discret triomphe. On fit à Guccio force remerciements. Pourtant, quand il annonça qu'il allait repartir, on n'insista pas trop pour le garder. Il était bien charmant cavalier, ce jeune Lombard, et il avait rendu grand service,
Mais on ne le connaissait guère, après tout. La créance était prolongée, c'était l'essentiel. D'Amelia Bell n'aurait pas de mal à se persuader que ses charmes y avaient aidé. La seule personne qui désirait vraiment que Guccio restât ne pouvait ni n'osait rien dire. Pour dissiper la vague gêne qui s'installait, on força Guccio d'emporter un quartier de chevreuil que les frères avaient tué, et on lui fit promettre de revenir. Il promit en regardant Marie. « Pour les intérêts de la créance, je reviendrai, soyez certain, dit-il d'un ton jovial qui voulait donner le change. Son bagage bouclé, il se remit en selle. Le voyant s'éloigner en descendant vers la Mauldre, Madame de Cressay eut un fort soupir et déclara à ses fils, moins pour eux que pour donner du fil à ses illusions, « Mes enfants, votre mère s'est encore parlé au damoiseau. J'ai fait bonne manœuvre avec celui-là, et vous l'eussiez trouvé plus âpre si je ne l'avais point pris à part. » De peur de se trahir, Marie était déjà rentrée dans la maison. Sur la route de Paris, Guccio, galopant, se considérait comme un séducteur irrésistible qui n'avait qu'à paraître dans les châteaux pour y moissonner les cœurs. L'image de Marie dans le clos de pommiers, auprès de la rivière, ne le quittait pas, et il se promettait de revenir à Naufle très vite, dans quelques jours peut-être. Il arriva pour le souper rue des Lombards, et, jusqu'à une heure avancée, s'entretint avec son oncle Ptolémée. Celui-ci accepta sans peine les explications que Guccio lui donna au sujet de la créance. Il avait d'autres soucis en tête. Mais il parut s'intéresser spécialement aux agissements du prévôt Portefruit. Toute la nuit, Guccio eut l'impression que Marie habitait son sommeil. Le lendemain, il y pensait déjà un peu moins. Il connaissait à Paris 2 femmes de marchands, jolies bourgeoises de 20 ans, qui ne lui étaient pas cruelles. Au bout de quelques jours, il avait oublié sa conquête de Naufle. Mais les destins se forment lentement, et nul ne sait parmi tous nos actes semés au hasard lesquels germeront pour s'épanouir comme des arbres. Nul ne pouvait imaginer que le baiser échangé au bord de la Mauldre conduirait la belle Marie jusqu'au berceau d'un roi. À Cressay, Marie commençait d'attendre. La route de Clermont. 20 jours plus tard, la petite cité de Clermont-de-Loise connaissait une animation fort inhabituelle. Des portes jusqu'au château royal, de l'église à la prévôté, il y avait grand mouvement de peuple. On se bousculait dans les rues et dans les tavernes avec une rumeur joyeuse, et les tentures de procession flottaient aux fenêtres. Car les crieurs publics avaient annoncé tôt le matin que Monseigneur de Poitiers, second fils du roi, et son oncle, Monseigneur de Valois, venaient accueillir au nom du souverain leur sœur et nièce, la reine Isabelle d'Angleterre. Celle-ci, débarquée 3 jours plus tôt sur le sol de France, faisait route à travers la Picardie. Elle avait quitté Amiens le matin. Si tout allait bien, elle parviendrait à Clermont en fin d'après-midi. Elle y dormirait, et le lendemain, son escorte d'Angleterre, jointe à celle de France, elle se rendrait au château de Maubuisson, près de Pontoise, où son père, Philippe le Bel, l'attendait. Peu avant vêpres, prévenus de l'approche des princes français, le prévôt, le capitaine de ville et les échevins passèrent la porte de Paris pour présenter les clés. Philippe de Poitiers et Charles de Valois, qui chevauchaient en tête, reçurent leur bienvenue et pénétrèrent dans Clermont. Derrière eux s'avançaient plus de 100 gentilshommes, écuyers, valets et gendarmes, dont les chevaux soulevaient grande poussière. Une tête dominait toutes les autres, celle de Robert d'Artois. À cavalier géant, monture géante. Ce colossal seigneur, assis sur un énorme percheron rouan et portant bottes rouges, manteau rouge, cotte d'armes de soie rouge, attirait forcément les regards. Alors que chez Main Cavalier la fatigue était visible, lui restait droit en selle comme s'il venait juste d'y monter. En vérité, depuis le départ de Pontoise, Robert d'Artois avait, pour se soutenir et se rafraîchir, le sentiment aigu de la vengeance. Il était seul à savoir le but véritable du voyage de la jeune reine d'Angleterre, seul à en deviner les développements, et il en tirait d'avance une jouissance âpre et secrète. Pendant tout le trajet, il n'avait cessé de surveiller Gauthier et Philippe d'Aunay, qui faisaient partie du cortège, le premier comme écuyer de la maison de Poitiers, et le cadet comme écuyer de celle de Valois. Les 2 jeunes gens étaient ravis du déplacement et de tout ce train royal. Pour mieux briller, ils avaient, dans leur innocence et leur vanité, accroché sur leurs vêtements d'apparat les belles aumônières données par leur maîtresse. En voyant ces objets étinceler à leur ceinture, Robert d'Artois sentit passer dans sa poitrine les ondes d'une énorme joie cruelle, et il eut peine à s'empêcher de rire. « Allez, mes gentillets, mes oisons, mes coquebins, se disait-il, souriez donc en pensant au beau sein de vos dames, pensez-y bien.
car vous n'y toucherez plus guère, et respirez le jour qu'il fait, car je crois fort que vous n'en aurez plus beaucoup d'autres. » En même temps, Gros Tigre jouant, Griffe rentré avec sa proie, il adressait aux frères Daunet des saluts cordiaux ou leur lançait quelques joyeusetés sonores. Depuis qu'il les avait sauvés du faux guet-apens de la tour de Nesle, les deux garçons se considéraient comme ses obligés et se sentaient tenus de lui témoigner de l'amitié. Quand le cortège s'arrêta, ils invitèrent d'Artois à vider en leur compagnie un broc de vin gris sur le seuil d'une auberge. « À vos amours, leur dit-il en levant son gobelet, et gardez bien le goût de ce petit vin. » Dans la grande-rue coulait une foule dense, qui ralentissait l'avance des chevaux. La brise agitait légèrement les draperies multicolores qui ornaient les fenêtres. Un chevaucheur arriva au galop, annonçant que le train de la reine d'Angleterre était en vue. Aussitôt se refit un grand branle-bas. « Pressez nos gens !» cria Philippe de Poitiers à Gauthier d'Aulnay. Puis, se tournant vers Charles de Valois, « Nous sommes à l'heure qu'il faut, mon oncle !» Charles de Valois, tout de bleu vêtu et un peu congestionné par la fatigue, se contenta d'incliner la tête. Il se serait bien passé de cette chevauchée. Son humeur était morose. Le cortège avança sur la route d'Amiens. Robert d'Artois s'approcha des princes et se mit au botte-à-botte avec Valois. Bien que dépossédé de l'héritage d'Artois, Robert n'en était pas moins cousin du roi, et sa place était sur le rang des premières couronnes de France. Regardant la main gantée de Philippe de Poitiers fermée sur les rênes de son cheval noir, Robert pensait « C'est pour toi, mon maigre cousin, c'est pour te donner la comté franche que l'on m'a ôté mon Artois. Mais avant que demain soit achevé, tu vas recevoir une blessure dont ni l'honneur ni la fortune d'un homme ne se remettent aisément. » Philippe, comte de Poitiers et mari de Jeanne de Bourgogne, était âgé de 21 ans. Par le physique autant que par la manière d'être, il différait du reste de la famille royale. Il n'avait pas la beauté majestueuse et froide de son père, ni le turbulent embonpoint de son oncle. Il tenait de sa mère, la Navarraise. Long de visage, de corps et de membres, très grand, ses gestes étaient toujours mesurés, sa voix précise, un peu sèche. Tout en lui, le regard, la simplicité du vêtement, la courtoisie contrôlée de ses propos, disaient une nature réfléchie, décidée, où la tête l'emportait sur les impulsions du cœur. Il était déjà dans le royaume une force avec laquelle il fallait compter. La rencontre des deux cortèges se fit à une demi-lieue de Clermont. 4 héros de la maison de France, groupés au milieu du chemin, levèrent leurs longues trompettes et lancèrent quelques sonneries graves. Les sonneurs anglais répondirent en soufflant dans des instruments semblables, mais d'une tonalité plus aiguë. Les princes s'avancèrent, et la reine Isabelle, mince et droite, sur sa hacquenée blanche, reçut la brève bienvenue que lui adressa son frère, Philippe de Poitiers. Charles de Valois vint ensuite baiser la main de sa nièce, puis ce fut le tour du comte d'Artois, qui, dans la grande inclinaison de tête et le regard qu'il adressa à la jeune reine, sut assurer celle-ci qu'il n'y avait ni obstacle, ni imprévu dans le déroulement de leur machination. Maintenant que s'échangeaient compliments, questions et nouvelles, les deux escortes attendaient et s'observaient. Les chevaliers français jugeaient les costumes des Anglais. Ceux-ci, immobiles et dignes, le soleil dans l'œil, portaient avec fierté brodées sur leurs cottes les armes d'Angleterre. Encore qu'ils fussent, pour la plupart, français d'origine et de nom, on les sentait soucieux de faire belle figure en terre étrangère. De la grande litière bleue et or qui suivait la reine, s'éleva un cri d'enfant. « Ma sœur, dit Philippe, vous avez donc amené de Rechef notre petit-neveu en ce voyage. N'est-ce pas bien éprouvant pour un enfant d'un si jeune âge ?»« Je n'aurais garde de le laisser à Londres sans moi, » répondit Isabelle. Philippe de Poitiers et Charles de Valois lui demandèrent quel était le but de sa venue. Elle leur déclara simplement qu'elle voulait voir son père, et ils comprirent qu'il n'en saurait pas plus, au moins pour l'instant. Un peu lassée par la longueur de l'étape, elle descendit de sa jument blanche et prit place dans la grande litière portée par 2 mules caparaçonnées de velours. Les escortes se remirent en marche vers Clermont. Profitant de ce que Poitiers et Valois reprenaient la tête du cortège, d'Artois poussa son cheval auprès de la litière. « Vous êtes plus belle à chaque fois qu'on vous voit, ma cousine, lui dit-il. »« Ne mentez point. Je ne puis certes être belle après une semaine de chemin et de poussière, répondit la reine. Quand on vous a aimé de souvenirs pendant de longues semaines, on ne voit point la poussière, on ne voit que vos yeux. » Isabelle se renfonça un peu dans les coussins. De nouveau, elle se sentait reprise de cette singulière faiblesse qui l'avait saisie à Westminster, en face de Robert. « Est-il donc vrai qu'il m'aime ?» pensa-t-elle, « ou bien seulement me fait-il compliment comme il doit en faire à toutes les femmes ?»
Entre les rideaux de la litière, elle voyait au flanc du cheval pommelé l'immense botte rouge et l'éperon doré. Elle voyait cette cuisse de géant dont les muscles roulaient contre l'arçon de la selle, et elle se demandait si, chaque fois qu'elle se trouverait en présence de cet homme, elle éprouverait ce même trouble, ce même désir d'abandon. Elle fit effort pour se dominer. Elle n'était point là pour elle-même. « Mon cousin, dit-elle, profitons de ce que nous pouvons parler et mettez-moi au fait de ce que vous avez à m'apprendre. » Rapidement et feignant de lui commenter le paysage, il lui raconta ce qu'il savait et ce qu'il avait fait, la surveillance dont il avait entouré les princesses royales, le guet-apens de la tour de Nesle. « Quels sont ces hommes qui déshonorent la couronne de France ?» demanda Isabelle. « Ils marchent à 20 pas de vous. Ils sont de l'escorte qui vous fait conduite. » Et il donna les renseignements essentiels sur les frères d'Aunay, leur fief, leur parenté, leurs alliances. « Je veux les voir, dit Isabelle. À grand signe, d'Artois appela les deux jeunes gens. « La reine vous a remarqué, dit-il en leur faisant un gros clin d'œil. Les visages des deux garçons s'épanouirent d'orgueil et de plaisir. D'Artois les poussa vers la litière comme s'il était en train de faire leur fortune, et tandis qu'ils saluaient plus bas que l'encolure de leur monture, il dit, jouant la jovialité, « Madame, voici messieurs Gauthier et Philippe d'Aunay, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Je les recommande à votre bienveillance. Ils sont un peu protégés. » Isabelle examina froidement les deux jeunes hommes, se demandant ce qu'ils avaient dans le visage et l'allure qui pût détourner de leur devoir des filles de roi. Ils étaient beaux à coup sûr, et la beauté des hommes gênait toujours un peu Isabelle. Soudain, elle aperçut les aumônières à la ceinture des deux cavaliers, et ses yeux aussitôt cherchèrent ceux de Robert. Ce dernier eut un bref sourire. Désormais, il pouvait rentrer dans l'ombre. Il n'aurait même pas à assumer devant la cour le rôle déplaisant de délateur. « Beau labeur, Robert, beau labeur, se disait-il. » Les frères d'Aunay, la tête pleine de rêves, allèrent reprendre leur place dans le défilé. Les cloches de toutes les églises de Clermont, de toutes les chapelles, de tous les couvents sonnaient à la volée, et de la petite ville en liesse montaient déjà de longues clameurs de bienvenue vers cette reine de 22 ans qui apportait à la cour de France le plus surprenant des malheurs. Tel père, telle fille. Un chandelier d'argent niellé, sommé d'un gros cierge entouré d'une couronne de chandelles, éclairait sur la table la liasse de parchemins dont le roi venait d'achever l'examen. De l'autre côté des fenêtres, le parc se dissolvait dans le crépuscule. Isabelle, le visage tourné vers la nuit, regardait l'ombre prendre les arbres un à un. Depuis Blanche de Castille, Maubuisson, aux abords de Pontoise, était demeure royale, et Philippe le Bel en avait fait l'une de ses résidences habituelles. Il avait du goût pour ce domaine silencieux, clos de hautes murailles, pour son parc, et pour son abbaye où des sœurs bénédictines menaient une vie paisible rythmée par les offices religieux. Le château lui-même n'était pas grand, mais Philippe le Bel en appréciait le calme. « C'est là que je prends conseil de moi », avait-il déclaré un jour. Il y habitait avec sa famille et une cour réduite. Isabelle était arrivée l'après-midi au terme de son voyage. Elle avait abordé ses trois belles-sœurs, Marguerite, Jeanne et Blanche, avec un visage parfaitement souriant, et répondu d'un ton de circonstance à leurs paroles d'accueil. Le souper avait été bref, et maintenant Isabelle était enfermée tête-à-tête avec son père dans la pièce où il aimait à s'isoler. Le roi Philippe l'observait de ce regard glacé dont il contemplait toute créature humaine, fût-ce sa propre enfant. Il attendait qu'elle parlât. Elle n'osait pas. « Je vais lui faire tant de mal, pensait-elle. Et soudain, à cause de cette présence, de ce parc, de ces arbres, de ce silence, il vint à Isabelle une grande bouffée de souvenirs d'enfance, en même temps que de pitié pour elle-même. « Mon père, dit-elle, mon père, je suis malheureuse. Ah, comme la France me semble loin depuis que je suis reine d'Angleterre, et comme j'ai le regret des jours qui ne sont plus. » Elle eut à se défendre contre la tentation des larmes. « Est-ce pour m'informer de ceci, Isabelle, que vous avez entrepris ce long voyage ?» demanda le roi d'une voix sans chaleur. « Si ce n'est à mon père, à qui dirais-je que je n'ai pas de bonheur ?» répondit-elle. Le roi regarda la fenêtre, maintenant obscure, et dont le vent faisait vibrer les vitraux, puis il regarda les chandelles, puis le feu. « Le bonheur, dit-il lentement.
Qu'est-ce donc que le bonheur, ma fille, sinon de convenir à notre destinée ?» Ils étaient assis face à face sur des sièges de chêne. « Je suis reine, il est vrai, » dit-elle à voix basse. « Mais est-ce qu'on me traite en reine là-bas ?»« Vous a-t-on fait du tort ?» Il avait mis peu de surprise dans sa question, sachant trop ce qu'elle allait répondre. « Ignorez-vous à qui vous m'avez mariée ?» dit-elle. « Est-ce un mari, celui qui déserte mon lit depuis le premier jour, à qui ni les soins, ni les égards, ni les sourires qui lui viennent de moi n'arrachent un mot, qui me fuit comme si j'étais affligé de la lèpre et distribue, non pas même à des favorites, mais à des hommes, mon père, à des hommes, les faveurs qu'il m'a ôtées ?» Philippe le Bel connaissait tout cela depuis longtemps, et depuis longtemps aussi sa réponse était prête. « Je ne vous ai point marié à un homme, Isabelle, mais à un roi. Je ne vous ai point sacrifié par erreur. Est-ce à vous que je dois apprendre ce que nous devons à nos états, et que nous ne sommes point nés pour nous laisser aller à nos douleurs de personne? Nous ne vivons point nos propres vies, mais celles de nos royaumes, et c'est par là seulement que nous pouvons trouver notre contentement, si nous convenons à notre destinée. » En parlant, il s'était rapproché du chandelier. La lumière accusait les reliefs ivoirins de son beau visage. « Je n'aurais pu aimer qu'un homme qui lui ressemblât, » pensa Isabelle. « Et jamais je n'aimerai, car jamais je ne trouverai d'homme à sa semblance. » Puis, à voix haute, « Ce n'est point pour pleurer sur mes maux que je suis venu en France, mon père, mais je suis aise que vous m'ayez rappelé ce respect de soi qui convient aux personnes royales, et aussi que le bonheur n'est point ce que nous devons poursuivre. J'aimerais seulement qu'autour de vous chacun en pensât autant. Pourquoi êtes-vous venu ?» Elle prit son souffle. « Parce que mes frères ont épousé des garces, mon père, que je l'ai su, et que je suis aussi âpre que vous à défendre l'honneur. » Philippe le Bel soupira. « Vous n'aimez pas, je le sais, vos belles sœurs, mais ce qui vous en sépare... »« Ce qui m'en sépare, mon père, c'est l'honnêteté. Je sais des choses que l'on vous a cachées. Écoutez-moi, car je ne vous apporte point seulement des mots. Connaissez-vous le jeune messire Gauthier d'Aulnay ? Ils sont deux frères que je confonds toujours. Leur père fut avec moi en Flandre. Celui dont vous me parlez a épousé une Montmorency, n'est-il pas vrai ? Et il est à mon fils Poitiers, comme écuyer. Il est également à votre bru Blanche, mais d'une autre façon. Son frère cadet Philippe, qui est à mon oncle Valois. »« Oui, dit le roi, oui. » Un léger pli horizontal partageait son front ordinairement dépourvu de toute ride. « Eh bien, celui-là est à Marguerite, que vous avez choisie pour être un jour reine de France. Quant à Jeanne, on ne lui nomme pas d'amant, mais on sait au moins qu'elle couvre les plaisirs de sa sœur et de sa cousine, protège les visites de leurs galants à la tour de Nesle, et s'acquitte très bien d'un métier qui a un fort vieux nom. Et apprenez que toute la cour en parle, sauf à vous. » Philippe le Bel leva la main. « Vos preuves, Isabelle. » »« Vous les trouverez à la ceinture des frères d'Aulnay. Vous y verrez pendre des aumônières que j'ai envoyées l'autre mois à mes belles sœurs et que j'ai reconnues hier sur ces gentilshommes dans l'escorte qui m'a mené ici. Je ne me fence pas du peu de cas que vos brus font de mes présents, mais de tels joyaux accordés à des écuyers ne peuvent être que le paiement d'un service. Cherchez le service. S'il vous faut d'autres faits, je crois pouvoir facilement vous les fournir. » Philippe le Bel regardait sa fille. Elle avait porté son accusation sans hésiter, sans faiblir, avec au fond des yeux quelque chose de déterminé, d'irréductible, où il se retrouvait. Elle était vraiment sa fille. Il se leva et resta un long moment debout devant la fenêtre. « Venez, dit-il enfin, allons chez elle. » Il ouvrit la porte, traversa une pièce sombre, poussa une seconde porte qui donnait sur le chemin de ronde. D'un coup, le vent de la nuit les enveloppa, faisant battre et flotter derrière eux leurs amples vêtements. De courtes rafales secouaient les ardoises du toit. D'en bas montait l'odeur de la terre humide. Devant les pas du roi et de sa fille, des archers se levaient le long des créneaux. Les trois brus avaient leurs appartements dans l'autre aile du château de Maubuisson. Quand il se trouva devant la porte des princesses, Philippe le Bel s'arrêta un instant. Il écouta. Des rires et de petits cris de joie lui parvenaient à travers le ventail de chêne. Il regarda Isabelle. « Il faut, dit-il. » Isabelle inclina la tête sans répondre. Le roi ouvrit la porte. Marguerite, Jeanne et Blanche poussèrent un cri de surprise et leurs rires se cassèrent net.
Elles étaient en train de jouer avec des marionnettes. Elles reconstituaient une scène inventée par elles et qui, réglée par un maître jongleur, les avait fort diverties un jour à Vincennes, mais dont le roi s'était irrité. Les marionnettes étaient faites à l'image des principaux personnages de la cour. Le petit décor représentait la chambre du roi, où celui-ci figurait, couché dans un lit paré d'un drap d'or. Monseigneur de Valois frappait à la porte et demandait à parler à son frère. Hugues de Bouville, le grand chambellan, répondait que le roi ne voulait parler à personne et avait défendu qu'on le dérangeât. Monseigneur de Valois s'en repartait tout en colère. Venaient ensuite cogner à lui les marionnettes de Louis de Navarre et du prince Charles. Bouville faisait au fils du roi la même réponse. Enfin, précédé de 3 sergents massiers, se présentait Enguerrand de Marigny. Aussitôt, on lui ouvrait la porte tout grand, en lui disant « Monseigneur, soyez le bienvenu, le roi a désir de vous voir. » Cette satire avait paru déplacée à Philippe le Bel. Il avait interdit qu'on la répétât. Mais les jeunes princesses passaient outre, en secret, y prenant d'autant plus de plaisir que c'était amusement défendu. Elles variaient le texte et renchérissaient de trouvailles et de moqueries, surtout quand elles maniaient les marionnettes qui représentaient leurs maris. Elles furent à l'entrée du roi et d'Isabelle comme 3 écolières prises en faute. En hâte, Marguerite ramassa un surcot qui traînait sur un siège et le revêtit pour couvrir sa gorge trop dénudée. Blanche releva ses tresses qu'elle avait dérangées en simulant le courroux de l'oncle Valois. Jeanne, qui gardait le mieux son calme, dit vivement « Nous avons fini, sire. Nous avons juste fini, mais vous auriez pu tout entendre sans qu'il y eût motif à vous courroucer. Nous allons tout ranger. » Elle frappa dans ses mains. « Oh là, Beaumont, comminges, mais bonne !»« Inutile d'appeler vos dames, » dit brièvement le roi. Il avait à peine regardé leur jeu. Il les regardait, elles. La plus jeune, Blanche, avait 18 ans, les 2 autres 21. Il les avait vues grandir, embellir, depuis qu'elles étaient arrivées chacune environ sa 12e ou 13e année pour épouser l'un de ses fils. Mais elles ne semblaient pas avoir acquis plus de cervelle qu'elles n'en possédaient alors. Elles jouaient encore avec des marionnettes. Se pouvait-il qu'Isabelle eût dit vrai? Se pouvait-il que si grande malice de femme logeait dans ces êtres-là, qui lui semblaient toujours des enfants? Peut-être, pensa-t-il, je ne connais rien aux femmes. « Où sont vos époux ?» demanda-t-il. « Dans la salle d'armes, sire mon père, » dit Jeanne. « Vous le voyez, je ne suis pas venu seul, » reprit-il. « Vous dites souvent que votre belle-sœur ne vous aime point, et pourtant on me rapporte qu'elle vous a fait à chacune un fort beau présent. » Isabelle vit comme une lueur s'éteindre dans les yeux de Marguerite et de Blanche. « Voulez-vous, poursuivit lentement Philippe le Bel, me montrer ces aumônières que vous avez reçues d'Angleterre ?» Le silence qui suivit sépara le monde en deux. Il y avait d'un côté le roi de France, la reine d'Angleterre, la cour, les barons, les royaumes, et puis de l'autre, 3 femmes fautives et découvertes pour lesquelles commençait un long cauchemar. « Eh bien, mes filles, » dit le roi, « pourquoi ne répondez-vous » Il continuait de les regarder fixement de ses yeux immenses dont les paupières ne battaient pas. « J'ai laissé mon aumônière à Paris, » dit Jeanne. « Moi de même, dirent aussitôt les 2 autres. Philippe le Bel, lentement, se dirigea vers la porte. Ses belles filles, blêmes, observaient ses gestes. La reine Isabelle s'était adossée au mur et respirait à petits coups. Le roi dit sans se retourner « Puisque ces aumônières sont à Paris, nous enverrons 2 écuyers les prendre sur le champ. » Il ouvrit la porte, appela un homme de garde et lui commanda d'aller quérir les frères d'Aunay. Blanche n'y résista pas. Elle se laissa choir sur un tabouret, la tête vidée de sang, le cœur arrêté, et son front s'inclina de côté comme si elle défaillait. Jeanne la secoua par le bras pour l'obliger à se ressaisir. Marguerite, de ses petites mains brunes, tordait machinalement le cou d'une marionnette. Isabelle ne bougeait pas. Elle sentait sur elle le regard de Marguerite et de Jeanne. Son rôle de délatrice lui devenait lourd à porter. Elle éprouvait soudain une grande fatigue. « J'irai jusqu'au bout, » pensa-t-elle. Les frères d'Aunay entrèrent, empressés, confus, se bousculant presque dans leur désir de bien servir et de se faire valoir. Isabelle étendit la main. « Mon père, dit-elle, ces gentilshommes semblent avoir prévenu votre souhait, puisque voici qu'ils apportent pendus à leur ceinture les aumônières que vous demandiez à voir. » Philippe le Bel se tourna vers ses brus. « Pouvez-vous me faire connaître comment ces écuyers se trouvent pourvus des présents que vous a fait votre belle-sœur ?» Aucune ne répondit.
Philippe Daunet regarda Isabelle avec étonnement, tel un chien qui ne comprend pas pourquoi on le bat, puis tourna les yeux vers son aîné, en cherchant protection. Gauthier avait la bouche entr'ouverte. « Garde! Au roi !» cria Philippe le Bel. Sa voix fit passer le froid dans l'échine des assistants, et se répercuta insolite, terrible à travers le château et la nuit. Depuis plus de 10 ans, depuis la bataille de Mont-Saint-Pével, exactement, où il avait rameuté ses troupes et forcé la victoire, on ne l'avait jamais entendu crier. Et l'on ne se rappelait plus qu'il pût avoir cette force dans la gorge. Ce furent d'ailleurs les seuls mots qu'il prononça ainsi. « Appelez votre capitaine », dit-il à l'un des hommes qui accouraient. Aux autres, il commanda de se tenir sur la porte. On entendit une lourde galopade le long du chemin de ronde, et un moment après, messire Alain de Pareil entra, tête nue, achevant de se harnacher. « Messire Alain, lui dit le roi, saisissez-vous de ces 2 écuyers, au cachot et au fer. Ils auront à répondre devant ma justice. » Gauthier Daunet voulut s'élancer. « Sire, balbutia-t-il, sire, il suffit !» dit Philippe le Bel. « C'est à messire de Nogaret que vous devrez parler à présent. Messire Alain, reprit-il, les princesses seront gardées ici par vos hommes jusqu'à nouvel avis. Défense à elles de sortir, défense à quiconque, à leurs servantes, à leurs parents, même à leurs époux de pénétrer Séant, ou de parler avec elles. Vous m'en répondrez. » Si surprenant que fussent ces ordres, Alain de Pareil les entendit sans broncher. Rien ne pouvait étonner l'homme qui avait arrêté le grand maître des Templiers. La volonté du roi était sa seule loi. « Allons, messire, dit-il aux 2 frères en leur désignant la porte. Gauthier, se mettant en marche, murmura « Prions Dieu, Philippe, tout est fini. » Leurs pas couverts par ceux des hommes d'armes décrurent sur les dalles. Marguerite et Blanche écoutèrent ce roulement de semelles qui emportait leurs amours, leur honneur, leur fortune, leur vie tout entière. Jeanne se demandait si elle parviendrait jamais à se disculper. Marguerite brusquement jeta dans le feu la marionnette déchirée. Blanche, de nouveau, était au bord de s'évanouir. « Viens, Isabelle, » dit le roi. Ils sortirent. La jeune reine d'Angleterre avait vaincu, mais elle se sentait lasse et étrangement émue parce que son père lui avait dit « Viens, Isabelle ». C'était la première fois qu'il la tutoyait depuis le temps de sa petite enfance. Et ils reprirent, l'un suivant l'autre, le chemin de ronde. Le vent d'est poussait dans le ciel d'énormes nuages sombres. Le roi repassa par son cabinet, se saisit du chandelier d'argent et partit à la recherche de ses fils. Sa grande ombre s'enfonça dans un escalier à vis. Son cœur lui semblait pesant, et il ne sentait pas les gouttes de cire qui coulaient sur ses doigts. Mao de Bourgogne. Vers le milieu de la même nuit, 2 cavaliers qui avaient fait partie de l'escorte d'Isabelle s'éloignèrent du château de Maubuisson. C'étaient Robert d'Artois et son serviteur Lormet, à la fois valet, confident, compagnon d'armes et de route, et fidèle exécuteur de toute besogne. Transfuge, pour quelque pendable raison de la maison des comtes de Bourgogne, Lormet le Dolois, depuis que Robert se l'était attaché, n'avait pratiquement pas quitté ce dernier d'une minute ni d'une semelle. C'était merveille que de voir ce petit homme rond, râblé et déjà grisonnant s'inquiéter en toute occasion de son jeune géant de maître, et le suivre pas à pas pour le seconder en toute entreprise, comme il l'avait fait récemment dans le guet-apens tendu aux frères Daunet. Le jour se levait lorsque les 2 cavaliers arrivèrent aux portes de Paris. Ils mirent au pas leurs chevaux fumants, et Lormet bâilla une bonne dizaine de fois. À 50 ans passés, il résistait mieux qu'un jeune écuyer aux longues courses à cheval, mais le manque de sommeil l'accablait. Sur la place de Grève se faisait le rassemblement habituel des manœuvres en quête de travail. Contremaîtres des chantiers du roi et patrons mariniers circulaient entre les groupes pour embaucher aides, débardeurs et commissionnaires. Robert d'Artois traversa la place et s'engagea dans la rue Mauconseil, où habitait sa tante, Mao d'Artois. « Vois-tu, Lormet, dit le géant, je veux que cette chienne trop grasse entende son malheur de ma propre bouche. Ah, voici un grand moment de plaisir en ma vie qui s'approche. Je veux voir la mauvaise gueule de ma tante lorsque je vais lui conter ce qui se passe à Maubuisson. Et je veux qu'elle vienne à Pontoise, et je veux qu'elle aide à sa ruine en allant braire devant le roi, et je veux qu'elle en crève de dépit. » Lormet bâilla un bon coup.
Elle en crèvera, monseigneur, elle en crèvera, soyez-en sûr. Vous faites bien tout ce qu'il faut pour cela, dit-il. Ils atteignaient l'imposant hôtel des comtes d'Artois. N'est-ce point vilainie qu'elle soit à se goberger en ce gros logis que mon grand-père a fait bâtir, reprit Robert. C'est moi qui devrais y vivre. Vous y vivrez, monseigneur, vous y vivrez. Et je t'en ferai concierge, avec 100 livres par an. Merci, monseigneur, répondit Lormet comme s'il avait déjà la haute fonction et l'argent en poche. D'Artois sauta au bas de son percheron, lança la bride à Lormet et saisit le heurtoir dont il frappa quelques coups à fendre la porte. Le battant cloué s'ouvrit, livrant passage à un gardien de belle taille, fort éveillé, et qui tenait à la main une masse grosse comme le bras. « Qui va là ?» demanda le gardien indigné d'un pareil vacarme. Mais Robert d'Artois le poussa de côté et pénétra dans l'hôtel. Une dizaine de valets et de servantes s'affairaient au nettoyage matinal des cours, des couloirs et des escaliers. Robert, bousculant tout le monde, gagna l'étage des appartements. « Oh là !» Un valet accourut, tout effaré, un seau à la main. « Ma tante, Picard! Il me faut voir ma tante dans l'instant !» Picard, la tête plate et le cheveu rare, posa son seau et répondit « Elle mange, monseigneur. »« Eh bien, je n'en suis point dérangé. Préviens-la de ma venue et fais vite. » S'étant rapidement composé une mine de douleur et d'émotion, Robert d'Artois suivit le valet jusqu'à la chambre. Mao, comtesse d'Artois, père du royaume, ex-régente de Franche-Comté, était une puissante femme entre 40 et 45 ans, à la carcasse haute et solide, aux flancs massifs. Son visage, au masque engraissé, donnait une impression de force et de volonté. Elle avait le front large et bombé, le cheveu encore bien châtain, la lèvre un peu trop duvetée, la bouche rouge. Tout était grand chez cette femme. Les traits, les membres, l'appétit, les colères, l'avidité à posséder, les ambitions, le goût du pouvoir. Avec l'énergie d'un homme de guerre et la ténacité d'un légiste, elle menait sa cour d'Arras comme elle avait mené sa cour de Dole, surveillant l'administration de ses territoires, exigeant l'obéissance de ses vassaux, ménageant la force d'autrui, mais frappant sans pitié l'ennemi découvert. 12 ans de lutte avec son neveu lui avaient appris à le bien connaître. Chaque fois qu'une difficulté survenait, chaque fois que les seigneurs d'Artois regimbaient, chaque fois qu'une ville protestait contre l'impôt, Mao ne tardait pas à déceler quelque action de Robert en sous-main. « C'est un loup sauvage, un grand loup cruel et faux, disait-elle en parlant de lui. Mais je suis plus solide de tête, et il finira par se briser lui-même à force d'en trop faire. » Ils se parlaient à peine depuis de longs mois et ne se voyaient que par obligation à la cour. Ce matin-là, assise devant une petite table dressée au pied de son lit, la comtesse Mao mâchait, tranche après tranche, un pâté de lièvre qui constituait le début de son menu de réveil. De même que Robert s'appliquait à feindre l'émoi et le chagrin, elle s'appliqua, quand elle le vit entrer, à feindre le naturel et l'indifférence. « Et vous voilà bien vif à l'aurore, mon neveu, vous arrivez comme la tempête, d'où vient cette hâte ?»« Madame ma tante !» s'écria Robert, « tout est perdu !» Sans changer d'attitude, Mao s'arrosa tranquillement le gosier d'une pleine timbale de vin d'Arbois, à la belle couleur de rubis, et qu'elle préférait à tout autre. « Qu'avez-vous perdu, Robert, un autre procès ?» demanda-t-elle. « Ma tante, je vous jure que ce n'est point l'instant de nous larder de traits. Le malheur qui s'abat sur notre famille ne souffre pas qu'on plaisante. »« Quel malheur pour l'un de nous pourrait être un malheur pour l'autre ?» dit Mao avec un calme cynique. « Ma tante, nous sommes dans la main du roi !» Mao laissa paraître un peu d'inquiétude dans son regard. Elle se demandait quel piège on pouvait bien lui tendre et ce que signifiait tout ce préambule. D'un geste qui lui était familier, elle retroussa ses manches sur ses avant-bras fort gras et charnus. Puis elle plaqua la main sur la table et appela. « Thierry !»« Je ne saurais parler devant personne d'autre que vous !» s'écria Robert. « Ce que je viens vous apprendre touche à notre honneur. »« Bah, tu peux tout dire devant mon chancelier !» Elle se méfiait et voulait un témoin. Un court instant, ils se mesurèrent du regard, elle attentive, lui se délectant de la comédie qu'il jouait. « Appelle donc ton monde, pensait-il, appelle, et que chacun entende. » C'était chose singulière que de voir s'observer, se jauger, s'affronter, ces deux êtres qui avaient tant de traits en commun, ces deux taureaux de même espèce et de même sang, qui se ressemblaient si fort et se détestaient si bien. La porte s'ouvrit et Thierry d'Hirson parut, chanoine capitulaire de la cathédrale d'Arras, chancelier de Mao, et un peu aussi son amant,
Ce petit homme bouffi au visage rond, au nez pointu et blanc, ne manquait pas d'assurance ni d'autorité. Il salua Robert et lui dit, le regardant par-dessous les paupières, ce qui le forçait à tenir la tête très en arrière, « C'est chose rare que votre visite, monseigneur. »« Mon neveu a, paraît-il, un grave malheur à m'apprendre, » dit Mao. « Hélas !» fit Robert en se laissant choir sur un siège. Il prit un temps. Mao commençait à trahir quelque impatience. « Nous avons eu ensemble des différends, ma tante, » reprit-il. « Bien plus, mon neveu. De très vilaines querelles, et qui se sont terminées sans avantage pour vous. »« Certes, certes, et Dieu m'est témoin que je vous ai souhaité tout le mal possible. » Il reprenait sa ruse favorite, la bonne grosse franchise, avec l'aveu de ses mauvaises intentions, pour dissimuler l'arme qu'il tenait en main. « Mais jamais je ne vous aurais souhaité cela, » continua-t-il. « Car vous me savez bon chevalier, et ferme sur tout ce qui touche à l'honneur. »« Mais qu'est-ce à la fin? Parle donc !» s'écria Mao. « Vos filles, mes cousines, sont convaincues d'adultère et arrêtées sur l'ordre du roi, et Marguerite avec elles. » Mao n'accusa pas tout de suite le coup. Elle n'y croyait pas. « De qui tiens-tu cette fable ?»« De moi-même, ma tante. Et toute la cour à Maubuisson en sait autant. Cela s'est passé à la nuit tombée. » Il prit plaisir à user les nerfs de Mao, ne lui livrant l'affaire que bribe après bribe, ou tout au moins ce qu'il voulait lui en laisser savoir. « Ont-elles avoué » demanda Thierry d'Hirson, toujours regardant par-dessous ses paupières. « Je ne sais, » répondit Robert. « Mais les jeunes d'Aunay sont en ce moment en train d'avouer pour elles, entre les mains de votre ami Nogaret. »« Mon ami Nogaret » répéta lentement Thierry d'Hirson. « Serait-elle innocente? Avec lui, elles sortiront plus noires que la poix. »« Ma tante, » reprit Robert, « j'ai fait en pleine nuit les 10 lieues de Pontoise à Paris pour venir vous avertir, car personne ne songeait à le faire. Croyez-vous encore que ce soit de mauvais sentiments qui m'amènent ?» Mao observa son neveu un instant, et dans le drame où elle se trouvait, pensa « Peut-être est-il capable parfois d'un bon mouvement. » Puis, d'un ton bourru, elle lui dit « Veux-tu manger ?» À ce seul mot, Robert comprit qu'elle était vraiment frappée. Il saisit sur la table un faisan froid qu'il rompit en deux, avec les mains, et dans lequel il commença de mordre. Soudain, il vit sa tante changer étrangement de couleur. D'abord, le haut de sa gorge, au-dessus de la robe bordée d'hermine, devint rouge écarlate, puis le cou, puis le bas du visage. On voyait le sang lui envahir la face, atteindre le front et le faire virer au cramoisi. La comtesse Mao porta la main à sa poitrine. « Nous y sommes, » pensa Robert. « Elle en crève. Elle va crever. » Il fut bientôt déçu, car la comtesse se dressa, balayant d'un grand geste du bras pâté de lièvre, timbales et plats d'argent qui allèrent rouler au sol avec fracas. « Les garces !» hurla-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour elles, après les mariages que je leur ai arrangés, se faire pincer comme des ribaudes, eh bien qu'elles perdent tout, qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende !» Le chanoine chancelier ne bougeait pas. Il avait l'habitude des fureurs de la comtesse. « Voyez-vous, c'est tout juste ce que je pensais, ma tante, » dit Robert, la bouche pleine. « C'est bien mal vous remercier de toute votre peine. »« Il faut que j'aille à Pontoise sur l'heure, » dit Mao, sans l'entendre. « Il faut que je les voie et leur souffle ce qu'elles doivent répondre. »« Je doute que vous y parveniez, ma tante. Elles sont au secret et nul ne peut... »« Alors je parlerai au roi. Béatrice, Béatrice !» appela-t-elle. Une tenture se souleva. Une grande fille d'une vingtaine d'années, brune, la poitrine ronde et ferme, la hanche marquée, la jambe longue, entra sans se presser. Dès qu'il l'aperçut, Robert d'Artois se sentit de l'appétit pour elle. « Béatrice, tu as tout entendu, n'est-ce pas ?» demanda Mao. « Oui, madame, » répondit la jeune fille d'une voix un peu narquoise qui traînait sur la fin des mots. « J'étais derrière la porte, comme de coutume. » Cette curieuse lenteur qu'elle avait dans la voix, dans les gestes, elle l'avait aussi dans la manière de se déplacer et de regarder. Elle donnait une impression de mollesse onduleuse et d'anormale placidité, mais l'ironie lui brillait aux yeux, entre de longs cils noirs. Le malheur des autres, leur lutte et leur drame devaient sûrement la réjouir. « C'est la nièce de Thierry, » dit Mao à Robert, en la désignant. « J'en ai fait ma première demoiselle de parage. » Béatrice d'Hirson dévisageait Robert d'Artois avec une sournoise impudeur. Elle était visiblement curieuse de connaître ce géant dont elle avait tant entendu parler comme d'un être malfaisant. « Béatrice, » reprit Mao,
Fais atteler ma litière et c'est les 6 chevaux, nous partons pour Pontoise. » Béatrice continuait de regarder Robert dans les yeux, et l'on eût pu croire qu'elle n'avait pas écouté. Il y avait chez cette belle fille quelque chose d'irritant et de trouble. Elle établissait avec les hommes, dès le premier abord, une relation d'immédiate complicité, comme si elle ne devait leur opposer aucune résistance. Mais en même temps, elle leur faisait se demander si elle était complètement stupide ou si elle se moquait paisiblement d'eux. « Belle gueuse, j'en ferais bien mon passe-temps d'un soir », pensa Robert tandis qu'elle sortait sans hâte. Du faisant, il ne restait qu'un os qu'il jeta dans le feu. À présent, Robert avait soif. Il prit sur une crédence l'aiguière dont Mao s'était servi et se versa une grande rasade dans la gorge. La comtesse marchait de long en large, retroussant ses manches. « Je ne vous laisserai pas seule de ce jour, ma tante, » dit d'Artois. « Je vous accompagne, c'est un devoir de famille. » Mao leva les yeux vers lui, encore un peu soupçonneuse, puis elle se décida enfin à lui tendre les mains. « Tu m'as été souvent à nuisance, Robert, et je gage que tu me le seras encore, mais aujourd'hui, je dois le reconnaître, tu te conduis comme un brave garçon. » Le sang des rois. Dans la cave longue et basse du vieux château de Pontoise où Nogaret venait d'interroger les frères d'Aunay, le jour commençait à pénétrer faiblement. Un coq chanta, puis 2, et un vol de passereaux fila au ras des soupiraux que l'on avait ouverts pour renouveler l'air. Une torche fixée au mur grésillait, ajoutant son odeur âcre à celle des corps torturés. Guillaume de Nogaret dit d'une voix lasse « La torche ». L'un des bourreaux se détacha du mur où il s'appuyait pour se reposer et alla prendre dans un coin de la cave une torche neuve. Il l'enflamma aux braises d'un trépied où rougissaient les fers, maintenant inutiles, de la torture. Il ôta de son support la torche usée qu'il éteignit et la remplaça par la torche neuve. Puis il regagna sa place auprès de son compagnon. Les 2 tourmenteurs, comme on les appelait, avaient les yeux cernés de rouge par la fatigue. Leurs avant-bras musclés et velus, maculés de sang, pendaient le long de leur tablier de cuir. Ils sentaient fort. Nogaret se leva du tabouret sur lequel il était resté assis pendant l'interrogatoire, et sa silhouette maigre se doubla d'une ombre tremblante sur les pierres grisâtres. De l'extrémité de la cave venait un halètement coupé de sanglots. Les frères d'Aunay gémissaient d'une seule voix. Nogaret se pencha sur eux. Les 2 visages avaient une étrange ressemblance. La peau était du même gris, avec des traînées humides, et les cheveux, collés par la sueur et le sang, révélaient la forme des crânes. Un tressaillement accompagnait la plainte continue qui sortait des lèvres déchirées. Gauthier et Philippe d'Aunay avaient été des enfants, puis des jeunes hommes heureux. Ils avaient vécu pour leurs désirs et leurs plaisirs, leurs ambitions, leur vanité. Ils s'étaient, comme tous les garçons de leur rang, entraînés au métier des armes, mais ils n'avaient jamais souffert que de petits maux, ou de ceux que s'invente l'esprit. Hier encore, ils faisaient partie du cortège de la puissance, et toutes les espérances leur semblaient légitimes. Une seule nuit avait passé. Ils n'étaient plus rien maintenant que des bêtes brisées, et s'ils pouvaient encore souhaiter quelque chose, ils souhaitaient l'anéantissement. Sans qu'aucune pitié, non plus qu'aucun dégoût se marquasse sur ses traits, Nogaret observa un moment les 2 jeunes gens, se redressa. La souffrance des autres, le sang des autres, les insultes de ses victimes, leur haine ou leur désespoir ne l'atteignaient pas. Cette insensibilité qui était une disposition naturelle l'aidait à servir les intérêts supérieurs du royaume. Il avait la vocation du bien public comme d'autres ont la vocation de l'amour. Une vocation, c'est le nom noble d'une passion. Cette âme de plomb et de fer ne connaissait ni doute ni limite lorsqu'il s'agissait de satisfaire à la raison d'État. Les individus comptaient pour rien à ses yeux, et lui-même se comptait pour peu. Il y a dans l'histoire une singulière lignée toujours renouvelée de fanatiques de l'ordre. Voués à une idole abstraite et absolue, pour eux, les vies humaines ne sont d'aucune valeur si elles attendent au dogme des institutions, et l'on dirait qu'ils ont oublié que la collectivité qu'ils servent est composée d'hommes. Nogaret, torturant les frères d'Aunay, n'entendait pas leurs plaintes. Il réduisait des causes de désordre. « Les Templiers ont été plus durs, dit-il seulement. Encore n'avait-il eu pour l'assister que les tourmenteurs locaux et non ceux de l'Inquisition de Paris. Ses reins étaient lourds, et une douleur lui barrait le dos. C'est le froid, pensa-t-il.
Il fit fermer les soupiraux et s'approcha du trépied où la braise vivait encore. Il étendit les mains, les frotta l'une contre l'autre, puis se massa les reins en grognant. Les deux tourmenteurs, toujours appuyés au mur, semblaient somnolés. À la table étroite, où il avait écrit lui-même toute la nuit, car le roi avait souhaité qu'il n'y eût pas de secrétaire ni de greffier, il collationna les feuillets de l'interrogatoire, les rangea dans une chemise de vélin. Puis, avec un soupir, il se dirigea vers la porte et sortit. Alors les tourmenteurs vinrent à Gauthier et Philippe d'Aunay qu'ils essayèrent de mettre debout. Comme ils ne pouvaient y parvenir, ils prirent dans leurs bras, ainsi qu'on prend des enfants malades, ces corps qu'ils avaient torturés et les portèrent jusqu'au cachot voisin. Le vieux château de Pontoise, qui ne servait plus que de capitainerie et de prison, se trouvait à une demi-lieue environ de la résidence royale de Maubuisson. Nogaret franchit cette distance à pied, escorté de 2 sergents de la prévôté. Il marchait rapidement, dans l'air froid du matin, chargé des parfums de la forêt humide. Sans répondre au salut des archers, il traversa la cour de Maubuisson et pénétra dans le logis, n'accordant attention ni aux chuchotements sur son passage, ni aux airs de veillée mortuaire des chambellans et des gentilshommes dans la salle des gardes. « Le roi » demanda-t-il. Un écuyer se précipita pour le guider vers les appartements, et le garde des sceaux se trouva face à face avec la famille royale. Philippe le Bel était assis, le coude appuyé au bras de son siège, le menton dans la main. Des poches bleues se dessinaient sous ses yeux. Auprès de lui se tenait Isabelle. Les 2 nattes dorées qui encadraient son visage en accentuaient la dureté. Elle était l'ouvrière du malheur. Elle partageait au regard des autres la responsabilité du drame, et par cet étrange lien qui unit le délateur au coupable, elle se sentait presque en accusation. Monseigneur de Valois tapotait nerveusement le bord d'une table et balançait la tête comme si quelque chose l'eût gêné au col. Le second frère du roi, ou plus précisément son demi-frère, Monseigneur Louis de France, comte d'Évreux au maintien calme, aux vêtements sans éclat, était présent également. Enfin se trouvaient groupés, dans leur commune infortune, les principaux intéressés, les 3 fils du roi, les 3 époux, sur lesquels venait de s'abattre la catastrophe en même temps que le ridicule. Louis de Navarre, secoué de quintes nerveuses, Philippe de Poitiers, roidi par l'effort de calme qu'il s'imposait, Charles, enfin, ses beaux traits adolescents ravagés par le premier chagrin. « Est-ce chose avouée, Nogaret » demanda Philippe le Bel. « Hélas, sire, c'est chose honteuse, affreuse et avouée. » « Faites-nous lecture. » Nogaret ouvrit la chemise de vélin et commença. « Nous, Guillaume de Nogaret, chevalier, secrétaire général du royaume et gardien des sceaux de France, par la grâce de notre bien-aimé sire le roi Philippe IV, avons, sur l'ordre dit celui, ce jour, 25e avril 1314, entre minuit et prime au château de Pontoise, oui sous la question donnée avec l'assistance des tourmenteurs de la prévôté de la dite ville, les sires Gauthier d'Aunay, bachelier de Monseigneur Philippe, comte de Poitiers, et Philippe d'Aunay, écuyer de Monseigneur Charles, comte de Valois. Nogaret aimait le travail bien fait. Certes, les 2 d'Aunay avaient la borgnée. Mais le garde des sceaux avait une manière de conduire les interrogatoires devant laquelle les scrupules de galanterie ne pouvaient tenir longtemps. Il avait obtenu des jeunes gens des aveux complets et circonstanciés. Le temps où les aventures des princesses avaient commencé, les dates des rencontres, les nuits à la tour de Nesle, les noms des serviteurs complices, et tout ce qui, pour les coupables, avait représenté passion, fièvre et plaisir, était énuméré, consigné, détaillé, étalé dans les minutes de l'interrogatoire. Isabelle osait à peine regarder ses frères, et eux-mêmes hésitaient à se regarder entre eux. Pendant près de 4 ans, ils avaient été ainsi bernés, roulés, enfarinés. Chaque parole de Nogaret les accablait de malheur et de honte. L'énoncé des dates posait à Louis de Navarre une question terrible. Pendant les 6 premières années de notre mariage, nous n'avons pas eu d'enfant. Il ne nous en est venu qu'après que ce d'Aunay est entré dans le lit de Marguerite. Alors, la petite Jeanne. Et il n'entendait plus rien parce qu'il ne faisait que se répéter dans un grand bourdonnement de sang qui lui bruissait aux oreilles « Ma fille n'est pas de moi, ma fille n'est pas de moi ». Le comte de Poitiers, lui, s'efforçait de ne rien perdre de la lecture. Nogaret n'avait pu faire dire aux frères d'Aunay que la comtesse de Poitiers ait eu un amant, ni leur arracher un nom. Or, après tout ce qu'ils avaient avoué, on pouvait bien penser que ce nom, s'ils l'avaient connu, cet amant, s'il avait existé, ils l'eussent livré.
Que la comtesse Jeanne ait joué un rôle de complicité assez infâme n'était pas douteux, Philippe de Poitiers réfléchissait. Considérant avoir suffisamment éclairé la cause, et la voix des prisonniers devenant inaudible, nous avons décidé de clore la question pour en faire rapport au roi notre sire. Le garde des Sceaux avait achevé. Il rangea ses feuilles et attendit. Au bout de quelques instants, Philippe le Bel souleva le menton de dessus sa paume. « Messire Guillaume, dit-il, vous nous avez clairement instruits de choses douloureuses. Quand nous aurons jugé, vous détruirez ceci. » Il désigna la chemise de Vélin. « Afin qu'il n'en demeure trace que dans le secret de nos mémoires. » Nogaret s'inclina et sortit. Il y eut un long silence, puis quelqu'un soudain cria « Non !» C'était le prince Charles qui s'était levé. Il répéta « Non !» comme si la vérité lui était impossible à admettre. Ses mains tremblaient, ses joues étaient marbrées de rose, et il n'arrivait pas à retenir ses larmes. « Les Templiers !» dit-il, l'air égaré. « Que dites-vous, Charles ?» demanda Philippe le Bel. Il n'aimait pas qu'on rappelât ce souvenir trop récent. Il avait encore dans l'oreille, comme chacun ici, à l'exception d'Isabelle, la voix du grand maître, maudit jusqu'à la 13e génération de vos races. Mais Charles ne songeait pas à la malédiction. « Cette nuit-là, bredouilla-t-il, cette nuit-là, ils étaient ensemble !»« Charles, dit le roi, vous avez été un bien faible époux, feignez au moins d'être un prince fort. » Ce fut le seul mot de soutien que le jeune homme reçut de son père. Monseigneur de Valois n'avait encore rien dit, et c'était pour lui une pénitence que de rester si longtemps silencieux. Il profita de l'instant pour exploser. « Par le sang en Dieu !» s'écria-t-il. « Il se passe d'étranges choses dans le royaume, et jusque sous le toit du roi, la chevalerie se meurt, sire mon frère, et tout honneur avec elle !» Sur quoi il se lança dans une grande diatribe dont l'enflure brouillonne était nourrie d'assez de perfidie. Pour Valois, tout se tenait. Les conseillers du roi, Marigny en tête, avaient voulu abattre les ordres chevaleresques, mais la bonne morale s'écroulait du même coup. Les légistes, nés dans le tout venant, inventaient on ne sait quel nouveau droit tiré des instituts romaines pour remplacer le bon vieux droit féodal. Le résultat ne se laissait point attendre. Au temps des croisades, les femmes demeuraient esseulées pendant de longues années. Elles savaient garder l'honneur, et nul vassal ne se fût hasardé à le leur ravir. Maintenant, tout n'était que honte et licence. Comment ? 2 écuyers. L'un de ces écuyers appartient à votre hôtel, mon frère, dit sèchement le roi. Tout comme l'autre, mon frère est bachelier de votre fils, répliqua Valois en montrant le comte de Poitiers. Celui-ci écarta ses longues mains. Chacun de nous, dit-il, peut être dupe de la créature à laquelle il a accordé foi. C'est bien pour ce, s'écria Valois qui tirait argument de tout, c'est bien pour ce qu'il n'est pire crime de vassal que d'entreprendre séduction et rapte d'honneur sur la femme de son suzerain. Les Daunais ont failli. Considérez-les pour morts, mon frère, interrompit le roi. Il eut de la main un geste à la fois négligent et tranchant qui valait la plus longue sentence, et poursuivit. Ce qu'il nous faut régler, c'est le sort des princesses adultères. Souffrez, mon frère, que j'interroge d'abord mes fils. Parlez, Louis. Au moment d'ouvrir la bouche, Louis de Navarre fut pris d'une quinte de toux et 2 plaques rouges lui vinrent aux pommettes. On respecta son étouffement. Lorsqu'il eut enfin repris souffle, il s'écria « On va dire bientôt que ma fille est une bâtarde, voilà ce qu'on va dire, une bâtarde !»« Si vous êtes le premier à le clamer, Louis, répondit le roi, certes, d'autres ne se priveront point de le répéter. »« En vérité, dit Charles de Valois, qui n'avait pas encore songé à la chose et dont le gros œil bleu brilla brusquement d'une bizarre lumière. « Et pourquoi ne pas le crier si cela est vrai ?» reprit Louis, perdant tout contrôle. « Taisez-vous, Louis, dit le roi de France, en frappant sur la coudoir de son siège. Veuillez seulement dire votre conseil sur le châtiment qu'il faut réserver à votre épouse. »« Qu'on lui ôte la vie !» répondit le hutin. « À elle et aux 2 autres, toutes 3, la mort, la mort, la mort !» Il répéta à la mort les dents serrées et sa main dans le vide abattait des têtes.